Bonsoir à tous, bonsoir Marie-France Giuliani. Merci de nous retrouver sur France 3 Corse VAC là, pour ce nouveau numéro d'Inquieste. La Corse est l'une des îles de Méditerranée les plus riches en eau, au point d'avoir souhaité il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années de cela, en vendre à la Sardaigne. Depuis, l'île voisine s'est fait un devoir de rationaliser sa ressource, tandis qu'en Corse, les précipitations représentent 8 milliards de mètres cubes d'eau chaque année, mais seuls 100 millions à peine sont utilisés. Alors de prime abord, ces chiffres donnent le sentiment d'un gaspillage, voire d'une gestion défaillante. Comment gère-t-on l'eau sur l'île? A-t-on anticipé les effets du changement climatique et les sécheresses à répétition? De la production au traitement, en passant par la distribution, nous évoquerons ces différentes problématiques avec les acteurs du secteur présents sur ce plateau. Alors avec nous ce soir, Sahuir Luciani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse depuis 1991. Cet office de la collectivité territoriale de Corse est en charge de la production. Vous gérez notamment des barrages, des réservoirs, des mini-centrales hydroélectriques. Vous êtes en charge également de la distribution de l'eau, même si cet aspect distribution, c'est avec une autre personne que nous allons l'évoquer. C'est avec vous, Romain Hachon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur pour la Corse de Kyrnolia. Et merci d'avoir accepté l'invitation, même si on a senti quelques petites réticences au début de ce sujet de cette émission. Alors Kyrnolia, aujourd'hui, dessert plus de 162 000 insulaires, c'est-à-dire un Corse sur deux. Enfin, avec nous également Patrick Halimi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des territoires et de la mer de Corse du Sud, la DDTM, qui assure entre autres le contrôle de la qualité des eaux, mais aussi celui des ouvrages hydroélectriques. Avant d'entamer le débat, nous vous proposons de faire un petit point en images sur ce dossier de l'eau. Marie-France Giuliani, vous avez réalisé le reportage qui va suivre. En quoi le tournage vous a-t-il surprise? Alors avec Marion Fiamme, on a été surprise en gros par deux choses. D'abord, on n'avait pas pensé que les effets du changement climatique étaient déjà si tangibles. C'est simple, la culture de l'olivier et de la vigne, qui sont si typiques du climat méditerranéen, aujourd'hui sont plus possibles sans irrigation. L'arrosage même des châtaigniers dans le Niol est obligatoire. Alors on a constaté, on a vu des sources qui tarissent, des périodes de sécheresse plus longues. La préoccupation, certes, elle est mondiale, mais elle concerne d'ores et déjà la Corse. Alors serons-nous pris au dépourvu ? En tout cas, sur certains points, oui, c'est sûr, on est un petit peu en retard. C'est avéré, il y a eu un défaut d'anticipation sur un point, c'est sûr. C'est là, on va en parler tout à l'heure, il manque des lieux pour stocker, pour traiter les milliers de tonnes de boue issues des usines d'assainissement. C'est un petit peu la même problématique que les ordures ménagères, Sylvie, et c'était là notre deuxième surprise. Merci Marie-France. Nous nous retrouverons dans quelques instants après ce documentaire intitulé Au fil de l'eau. Il est signé Marie-France Giuliani, Marion Fiamme et Frédéric Guichard. À tout à l'heure. Un don du ciel négligé. La Corse reçoit 8 milliards de mètres cubes d'eau par an, 100 millions à peine est prélevé. Les réserves, même souterraines, s'amenuisent. L'eau commence à manquer en montagne. Voilà, celle-là, elle est sèche. Il n'a pas plu. Et là, elle va recouler sûrement au mois de janvier-février. Un phénomène récent à 1000 mètres d'altitude. Depuis 20 ans, cet hydrogéologue étudie à Punta di Zarado, au cœur de l'Alta Rocca, 30 sources. Saison après saison, 4 ont déjà disparu. Là, on a atteint des débits qui sont très très faibles par rapport à 5-6 ans. Et pour rattraper les débits d'il y a 5-6 ans, je pense qu'il faudra attendre encore. Donc pour réalimenter une nappe, ça ne se réalimente pas comme ça du soir au lendemain, il faut des années. Tsoza, Altagè, Kwanza, les villages aux alentours manquent-ils alors d'eau ? Une préoccupation. Alors ce tuyau, c'est un tuyau que nous avons mis il y a 2 ans de ça pour alimenter la commune voisine et amie de Tsoz et qui manquait d'eau, où il y avait une source qui s'était tarie, et ils utilisent le trop-plein. Ils utilisent le trop-plein d'altagène pour, quand celui-ci coule, naturellement, pour alimenter leur réservoir. Et on leur a en même temps cédé une parcelle de terrain où il y avait une source de manière à alimenter la commune voisine. Altagène n'a pas trop de problèmes d'eau, mais quelque chose en a davantage. Donc, on joue à solidarité intercommunale. Gratuitement. Gratuitement, naturellement. Le problème d'Altagè, la qualité de l'eau, médiocre pendant longtemps. Ce captage a été protégé de la divagation animale. Un surpresseur installé, des canalisations refaites, 80 000 € de travaux financés par l'agence de l'eau pour que l'eau devienne potable et payante. L'agence de l'eau, effectivement, impose des compteurs, mais on reste sur ces dérogations et on arrive. On les a installés, les compteurs, ils y sont. Ils ne sont pas encore en fonctionnement, mais ça ne va pas tarder. 1 000 € de travaux. 80 000 € de travaux financés par l'agence de l'eau pour que l'eau devienne potable et payante. 80 000 € de travaux. 1 000 € de travaux. 80 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 000 € de travaux
Dans nombre de villages, on paye encore l'eau par forfait, 100 € par an. Une quasi-gratuité qui disparaît au fil des multiples travaux de modernisation des réseaux. 56 millions d'euros ont été investis depuis 2012 et dans les analyses, on en voit le résultat. Les germes fécaux, si fréquents il y a 10 ans encore, sont plus rares. Quel risque encourt-on à boire de l'eau impropre à la consommation ? À l'Agence régionale de la santé, pas question de minimiser ce risque sanitaire des gastro-entérites, des hépatites. En revanche, les sanctions pénales prévues par le Code de la santé pour les maires ne sont que théoriques. On ne peut pas poursuivre 50 maires pour une problématique qui est structurelle et qui dépasse la capacité financière d'une commune. Pour une commune de 50 habitants, avoir un service de l'eau en propre, ça peut coûter cher. Par contre, c'est une compétence qui peut clairement être mutualisée entre plusieurs communes. Et là, effectivement, lorsque la compétence eau sera mutualisée, on peut espérer qu'il y ait une personne pour 5 à 10 communes qui fasse l'entretien des réseaux d'eau, qui mette régulièrement du chlore, qui nettoie régulièrement. Et là, on pense sincèrement qu'il y aura une amélioration notable de la qualité de l'eau en Corse. Entre 1988 et 2015, les communes dans le rouge pour leur eau sont devenues minoritaires. Il a fallu 2 décennies de contraintes européennes et le plan exceptionnel d'investissement pour que sur le littoral et pour 90% des habitants, l'eau du robinet soit potable. Les villes, contrairement aux villages, sont dotées de stations de traitement. L'eau provient surtout de retenues gérées par l'Office d'équipement hydraulique. Dans la Figari, l'hospital et les déficits se répètent. Les 12 barrages qu'exploite l'Office sont-ils adaptés au changement climatique ? Pas vraiment. On est passé d'un concept de gestion intersaisonnière. Grosso modo, on remplit nos barrages, on refait nos pleins hors période estivale, et ensuite on redéstocke les volumes ainsi stockés en période estivale. Ce schéma-là ne marche plus. Donc il faut apprendre et concevoir et adapter nos méthodes de gestion et surtout nos ouvrages de stockage avec cette nouvelle donne qui s'impose à nous, qui est la résultante du changement climatique, stocker une année, peut-être pour plusieurs années consécutives. Aujourd'hui, nos ouvrages ne sont absolument pas conçus pour cela. Rehausser certains barrages, en construire un nouveau à cave ou puiser en rivière, des solutions identifiées, mais... Nous avons chiffré globalement à 250 à 300 millions en fait, le montant d'investissement qui serait nécessaire pour nous mettre en situation de faire face en Corse pour les décennies qui viennent, sachant que pour l'instant, les financements qui nous sont octroyés au titre du PEI sont dans un ratio de 10% de ce qui nous paraîtrait nécessaire. 10%, soit une vingtaine de millions qui seront surtout dédiés à des études. Et il faut en général 10 ans pour réaliser un ouvrage. Zone critique, le sud-est de la Corse et la Balagne. À Calenzana, une prise d'eau pourrait être réalisée à Sambuc. Codole, qui alimente toute la Balagne, ne se remplit plus assez, il pleut moins. Les algues toxiques prolifèrent et réclament des systèmes d'aération. Ici, les problèmes récurrents liés au changement climatique ne pourront attendre une décennie. Pour les habitants, le plus alarmant, c'est le prix de l'eau. Assainissement et eau potable compris, on dépasse le tarif moyen du bassin corse qui est à 4 €. Calvi atteint presque 6 € le mètre cube. Vu le prix de l'eau et vu le montant des retraites des gens qui sont retraités, qui ont des petits moyens, ça fait une facture énorme à payer à la fin du mois. Voilà, et c'est vraiment les gens qui veulent avoir quelques fleurs, un petit jardin, embellir un peu leur quotidien autour de leur maison, mais c'est difficile parce que c'est très 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 cher. À l'origine, l'eau était en régie à Calvi. Donc ça a été ensuite privatisé et depuis que l'eau est privatisée, elle ne cesse d'augmenter. Et voilà, donc et la facture, bon, elle s'alourdit de plus en plus. Je pense que pratiquement tout le monde, à part peut-être le maire, je vais dire, et son conseil municipal, ne s'en plaignent sûrement pas. Mais tout le reste de la population se plaint. Pourquoi l'eau est si chère à Calvi ? C'est le record de Corse. Le maire refuse de répondre à cette question. C'est à lui pourtant de fixer le prix. L'abonnement, les compteurs, jusqu'en 2020, c'est Kirnolia qui assure la délégation de services publics. L'antenne de Veolia est disposée à nous faire visiter la station d'épuration afin de démontrer ses performances. Mais en revanche, pas d'explication sur ce tarif, parmi les plus élevés de France. L'installation, elle a été améliorée il y a très peu de temps. Donc, pour répondre à la nouvelle législation, il y a eu une extension du traitement biologique, il y a eu un traitement complémentaire qui a été réalisé, et donc ça a engendré des coûts. On est sur une station de 60 000 équivalents habitants,
L'hiver, on ne va pas être à 60 000 équivalents habitants. Si on a 10 000 équivalents habitants, c'est un grand maximum. Donc on a des grosses installations, des gros réseaux, des gros postes de relevage et des grosses installations qui permettent de traiter et d'alimenter la population en eau et de traiter l'eau usée, quelle que soit la saison. Cité balnéaire soumise aussi à une forte saisonnalité, Portici a choisi il y a 5 ans de créer pour l'eau potable sa propre régie municipale. Coût de l'eau aujourd'hui autour de 4 €. Le prix de l'eau a été baissé sur 2 points. La part fixe qui était à 86 € par an a été baissée à 46 € par an. L'abonnement, voilà. Donc diminué de moitié immédiatement. Et ensuite, le prix au mètre cube avait également été baissé. De 0,18, on est passé à 0,14. Nous avons maintenu un prix de l'eau suffisant pour pouvoir investir et justement réaliser les travaux nécessaires parce que le réseau est ancien et nécessite des investissements réguliers. Mais il y a d'autres villes balnéaires où Kiernolia a un contrat d'affermage et gère des stations rénovées. À Porto Vecchio, le choix vient d'être fait de distinguer les tarifs. Les résidences secondaires fermées en hiver seront davantage taxées. Leur abonnement à Kiernolia sera plus élevé. Ainsi, les ménages installés à l'année verront leur facture diminuer de 6%. Globalement, le prix de l'assainissement, de la décontamination augmente et prend le dessus dans la facture. C'est la résultante des travaux réalisés. Nous voici à Pianotto li Caldarello. Grâce à cette installation, l'extension urbaine sur la côte va être possible. Ce jour-là, la police de l'eau contrôle la station, un contrôle semestriel. Nous, on fait aussi des bilans 24 heures inopinés pour être sûr que l'autosurveillance soit valide. Et c'est aussi contrôlé par un autre organisme. Ici, les rejets sont purifiés. L'impact environnemental est conforme aux exigences européennes de 2005. Il y a du mieux en Corse. Il y avait un retard structurel, oui, au niveau de l'assainissement, de l'eau potable et de l'assainissement, oui. Mais tout le monde a fait des efforts pour. Voilà. On est en train de le rattraper. On est plutôt dans les bons élèves maintenant, au niveau de l'assainissement, pour les grosses stations, et on rattrape le retard pour les petites stations. Problème, la remise aux normes des stations engendre une importante augmentation de la production des boues à valoriser. Et on ne sait où les porter. Pour les transformer en fermenticibles, 7 plateformes sont nécessaires, seules 3 existent et de petites capacités. Rien que pour Bastia, le traitement et le transport des 6000 tonnes de boue qui sortent de la station de la Marane coûtent déjà 1 million d'euros par an. Une dérogation temporaire vient d'être accordée. Aujourd'hui, effectivement, les plateformes locales sont saturées parce qu'elles sont soumises à un régime déclaratif. Ce régime déclaratif leur impose un seuil. Et ce seuil, aujourd'hui, pour l'ensemble des sites, a été atteint. C'est pour cela que pour nous permettre, à nous, de continuer, heureusement, donc, monsieur le préfet a octroyé donc un arrêté autorisant un dépassement de capacité jusqu'au 31 décembre 2016. Et c'est pour cela que la régie souhaite aussi mettre en place donc, un projet pour réduire le volume de ces boues d'environ 2,5, un projet de séchage. Le séchage des boues est une solution pour permettre d'éviter aussi une augmentation tarifaire. Éviter une flambée des prix, c'est justement la raison d'être de la toute nouvelle régie Acqua Pubblica. Objectif pour l'instant atteint. Courant 2015, les élus du Grand Bastia ont préféré créer ce service de l'eau plutôt que de renouveler le contrat avec l'Office d'équipement hydraulique, plutôt aussi que de choisir l'offre de Kiernolia. Il y avait des offres qui incluaient des augmentations de prix très importantes. Elles étaient de l'ordre de 12 à 15% la première année, mais avec des évolutions chaque année. Nous avions besoin et envie d'avoir la maîtrise de ces outils, de ces équipements pour déployer notre propre politique, que ce soit au plan tarifaire ou au plan des investissements. Vous savez, même si ce n'est pas le cas, c'est pas la question qui s'est posée de cette manière-là chez nous, mais à chaque fois qu'on nous présente un bilan, que vous avez un délégataire qui est un grand groupe, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les frais de siège, vous avez ce qu'on appelle des charges qui sont remontées au Centre national. Et on se pose toujours des questions de savoir si ces grands groupes ne sont pas, je dirais, en train d'investir ailleurs avec des bénéfices excessifs éventuellement qu'ils font chez vous. Mais il reste à la CAB bien des problèmes d'eau à résoudre. Ainsi, mi-octobre, elle doit près de 500 000 € à l'Office d'équipement hydraulique. L'agent comptable a sollicité un mandatement d'office à la préfecture. D'autres collectivités ont de tels impayés. Et oui,
il n'y a pas que des agriculteurs à l'origine des 12 millions d'euros de déficit de l'Office. 12 millions réduits en un an à 8 grâce à des saisies sur compte. Des coupures ont même eu lieu pour les utilisateurs d'eau d'agrément, camping et autres. L'Office a aussi désormais les moyens de vérifier plus efficacement les fuites. Avec ce serveur, on peut faire un diagnostic en cas de problème. Si on a une panne sur une pompe, un réservoir qui se vide, un taux de chlore anormalement bas sur un réseau, ou alors une baisse de pression qui peut éventuellement nous permettre de détecter une fuite. Éviter les pertes, moderniser les réseaux, en améliorer le rendement, passer de 50 à 80% d'ici 2030. Faute de nouveaux barrages, telle est la priorité des gestionnaires de l'eau. Pas de doute, le gaspillage existe et la gestion de la ressource a été parfois étonnante et peu économe. Exemple, cette retenue de l'Ortolo a coûté 15 millions d'euros. Elle stocke pour l'irrigation 3 millions de mètres cubes, dont 10% seulement sont utilisés. Dans la vallée voisine à Tizzano, les agriculteurs ont réclamé pendant 15 ans d'être raccordés. Selon eux, il manquait une intention politique réelle. Un réservoir et 17 km de canalisation ont fini par arriver l'été 2016. Notre souci principal, c'était vraiment l'eau. C'était vraiment de pouvoir les irriguer. Parce que sans eau, maintenant, ce n'est plus possible. Les périodes de sécheresse très très longues, il fait vraiment beaucoup plus chaud qu'avant. Et les fruits ne grossissent pas et finissent par tomber. Fin août, normalement, ils tombent tous. Ça fait 4 ans qu'on n'a plus de récolte. Alors qu'auparavant, parce qu'on avait toujours ces pluies du mois d'août, du mois de septembre, on a toujours fait des récoltes. Voilà. On a eu l'eau au mois d'août, donc j'ai arrosé 5 mm là, et après encore un peu plus loin. Enfin, en tout, j'ai arrosé un hectare de prairie, quoi, pour améliorer un peu l'aliment pour les bêtes. Vous voyez la différence? Oui, quand même, elles se portent mieux. Hein. Elles ont mangé pendant un mois et demi. C'est plus pareil comme l'année dernière. Hein. Il y a du changement quand même. Hein. 800 hectares peuvent ainsi être irrigués. Les exploitations seront plus pérennes, moins soumises aux aléas climatiques et aux coûts induits par l'absence d'eau agricole. Jusque-là, c'était 3 € le mètre cube, alors que l'Office vend la ressource agricole autour de 20 centimes, taxes et abonnements compris. Et pendant longtemps, vous preniez l'eau pour alimenter vos C'est de l'eau potable, et qui servait pour boire les animaux sur des abreuvoirs. Mais je peux vous montrer la facture. Hein. C'est excessivement cher, 1 220 € pour une année. Ça fait cher pour 20 vaches. Mais ils m'ont quand même dégrévé de 830 €, 800 et quelques. Donc, pour l'assainissement. Voilà, soi-disant qu'ils m'avaient compté l'assainissement pour les vaches. Je ne vous dis pas ce que je leur ai dit, parce que c'est pas trop... Petite précision, ce prix de 20 centimes, bien moins cher que sur le continent, c'est l'Assemblée de Corse qui l'a fixé, tout comme d'effacer les dettes d'agriculteurs. Pour l'instant, les exploitants de l'Ortolo et de Tizzano n'ont pas d'eau à attendre du barrage de l'Ortolo. Il a été complètement vidangé en octobre pour tenter de résoudre un problème d'étanchéité et donc de solidité. Il y avait l'urgence par rapport à cette suspicion de stabilité de la dalle qui peut cisailler la membrane, quoi. Voilà. Donc on a mis en place des préconisations de suivi du milieu en continu, qu'on a vérifié tout à l'heure. On a mis en place une surveillance du milieu piscicole et il y aura un contrôle tout au long de la période de vidange et même après. À sec, c'est Ajaccio qui risque de l'être l'été prochain. Cette retenue d'Occana doit être vidangée pour des problèmes aussi d'étanchéité. Elle approvisionne en eau pour 90% l'agglomération et la rive sud. Les travaux débutent dans quelques jours en novembre. Le chantier ne pourra durer plus de 6 mois. Aucun retard n'est permis. Sinon, les Ajacciens auront très soif. Nous venons de le voir dans ce reportage de Marie-France Julian et de Marion Fiam. La question de la sécurité de l'approvisionnement en eau se pose. Alors Xavier Lucian, une première question pour vous. Le risque de pénurie est-il réel ? Écoutez, on n'ira pas vers le catastrophisme. Je crois qu'aujourd'hui, du point de vue de l'Office hydraulique, on prend toutes les précautions pour assurer, comme cette année d'ailleurs, la sécurisation de l'approvisionnement des régions
là où nous avons la charge de le faire. Donc, a priori, je pense que sur ce point-là, le seul souci que nous avons, c'est justement l'avenir du PEI, savoir si nous avons la possibilité aujourd'hui, demain et après-demain, de pouvoir construire des ouvrages structurants qui vont nous permettre de sécuriser sur les 30 ans à venir notre île. Le PEI, il arrive à sa fin, là, c'est la dernière période, on n'aurait pas dû s'y prendre un peu avant? Est-ce que c'était une problématique suffisamment prise en compte? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas déjà en retard? Je pense qu'on est très en retard. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons pris cette charge il y a à peu près 10 mois. Et on se rend compte qu'il y a un retard considérable. D'une part, je tourne le cou à la rumeur, je crois que l'île est sous-équipée en termes d'équipement structurant. Elle est carrément sous-équipée. Quand vous faites la comparatif avec la Sardaigne, vous voyez que vous avez à peu près 25 fois moins de stockage que la Sardaigne. Alors, je vous laisse calculer le ratio. Et alors que nous avons des précipitations qui sont largement au-dessus, en moyenne, de l'île voisine. Ça, c'est le premier point. Une question, Xavier Luciani. Pourquoi ne pas avoir pris, quand je dis ne pas avoir pris, ce sont les pouvoirs publics et les différentes mandatures qui se sont succédées, l'ampleur de la situation bien avant. C'est-à-dire que le PEI, on arrive quasiment à la fin. Pourquoi, dans le cadre des différentes conventions d'application qui ont été formalisées avec l'État, des travaux n'ont pas été prévus en termes d'aménagement d'équipements relatifs à l'eau? Moi, je vous répondrai simplement en disant que je ne ferai pas le procès des mandatures passées. Je pense qu'elles ont péché par anticipation, ou en tous les cas, elles n'ont pas pris la mesure, à mon sens, du véritable défi environnemental qui se pose à cette île. Pour notre part, nous avons défini à peu près l'enveloppe qu'il nous fallait pour mettre cette île en sécurité hydraulique. C'est à peu près 250 millions d'euros. Or, aujourd'hui, dans la dernière convention d'application du PEI, on nous en propose 20, c'est-à-dire à peu près presque 12 fois moins que ce que nous aurons besoin pour travailler dans de bonnes conditions. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de l'état actuel et qui, pour l'instant, reste gérable, nous avons quand même un souci. Il faut absolument qu'il y ait une anticipation, en tous les cas, une prise en compte réelle par la France, par l'État, de ce problème. Mais est-ce à dire, M. Halimi, que l'État ne partage pas le constat un peu inquiétant pour ce défaut d'anticipation? Je crois que l'État partage parfaitement le sujet avec les collectivités. Comme vous l'avez dit, le PEI a une fin. Il est en train de se diriger vers la fin. Il est peut-être nécessaire de réfléchir ensemble à une autre forme de financement. Mais voilà, sur le PEI, je pense qu'aujourd'hui, l'actualité est que ça se termine. Il faut donc trouver d'autres solutions assez rapidement, effectivement. Alors, nous avions invité sur ce plateau donc l'agence de l'eau, la direction de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, puisque la Corse est rattachée à ce bassin. Et c'est vraisemblablement avec cette agence qu'il aurait fallu débattre plus en amont des financements possibles. Pour mémoire, juste une précision, donc il y a un document de référence en matière d'eau et de gestion de l'eau. C'est un schéma qui s'appelle le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, donc qui a deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'assurer le contrôle de la qualité de l'eau. Le second, assurer l'équilibre quantitatif. On est dans le sujet dont nous parlions de la ressource, en anticipant les effets du changement climatique. Mais quand on voit les moyens dont est doté ce fameux SDAGE, eh bien, là, on déchante rapidement. Il est doté de 80 millions d'euros pour les 6 ans à venir, c'est-à-dire jusqu'en 2021. Alors qu'il y en a à peu près 463 millions d'euros rien que pour la Rhône-Méditerranée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des regrets sur ce SDAGE, sur le manque d'anticipation? Quelque part, quand vous disiez on va devoir réfléchir pour plus tard, ça veut dire une sorte de plan Marshall pour les ouvrages hydrauliques à venir? Il m'est difficile, dans ma position de directeur départemental, de parler des échanges qu'il peut y avoir au niveau régional sur le sujet. C'est vrai que l'agence de l'eau pourrait sans doute nous éclairer un petit peu plus sur les différentes pistes. Mais aujourd'hui, il y a ce qui pourra se faire, mais ce qui a été fait. Je pense notamment à tout le volet traitement des eaux et donc tout le volet assainissement. Aujourd'hui, comme le reportage l'a évoqué très rapidement, on est quand même passé d'une situation particulièrement critique. Dans le cadre du contentieux européen, la Corse, comme d'autres régions continentales, étaient directement concernées. Nous sommes passés d'une situation critique à une situation qui est pas encore totalement parfaite, bien entendu, mais voilà, avec 2 chiffres en tête qu'il faut avoir pour mesurer l'écart et le pas qui a été franchi. En 2009, 81 000 équivalents habitants étaient traités par des stations conformes aux normes européennes.
Aujourd'hui, en Corse du Sud, c'est près de 300 000 équivalents habitants qui sont traités par des stations conformes. Quand je dis équivalent habitants, c'est évidemment la prise en compte de toutes les activités humaines, et pas seulement des habitants, bien entendu, mais le volet industriel, agricole, etc. Bon, il reste encore une centaine de stations à rénover, de stations d'épuration. Je ne pense pas que ça coûtera, c'est pas ça qui nécessitera les 80 millions qui sont prévus pour le SDAGE. Mais ce qui est prioritaire à l'heure actuelle pour limiter les effets des changements climatiques, c'est quoi, selon vous ? C'est vraiment de construire un nouveau barrage, M. Luciani, ou c'est de mieux gérer ce qu'on a déjà, éviter les fuites? C'est quoi ce qu'il faut faire rapidement? Moi, je crois qu'il y a plusieurs pistes. D'abord, vous évoquiez tout à l'heure l'agence de l'eau. Elle fait partie du fameux comité de bassin que nous avons réuni le mois dernier à Corté. Qu'est-ce que nous avons dit à l'agence de l'eau et qu'avons nous dit à l'ensemble des partenaires? C'est que d'abord, il faut qu'on puisse avoir déjà un plan de bassin d'adaptation au changement climatique. Il faut qu'absolument tous les partenaires autour de la table puissent réfléchir ensemble. Les études n'ont pas été faites, c'est ça que vous dites? Il y a les études, il y a eu les assises de l'eau qui ont été faites dernièrement, et on s'appuie d'ailleurs sur les conclusions des assises de l'eau qui vont nous permettre justement de mettre en place en quelque sorte ce plan. Ce plan, il est essentiel pour nous aujourd'hui de le mettre en place tous ensemble. On ne peut pas saucissonner en quelque sorte les actions. Je crois que tous les partenaires doivent mettre la main à la pâte, notamment l'État, parce que l'État détient quand même une partie des cordons de la bourse. Mais à partir de cette stratégie-là, on devrait pouvoir... Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut des barrages? Oui. Il faut au moins de barrages, ne serait-ce que dans les régions sensibles. L'extrême sud, le reportage l'a indiqué, la région donc, du Cave est publicité en quelque sorte, et la Balagne aussi, côté ouest, côté Calenzane, sur le Sambou, évoqué dans le reportage. Dans des bassins qui sont des bassins touristiques où la problématique est d'autant plus d'acuité. Ce sont des endroits où la ressource n'est pas très importante et en même temps il y a un impact touristique important sur les 4-5 mois d'été, sans compter, vous avez vu que les agriculteurs en parlent, de l'amplitude maintenant d'arrosage. On arrose maintenant plus qu'avant, y compris tout au long de l'année. Donc l'aspect sud-est et l'aspect Balagne sont essentiels. Mais au-delà des barrages, je crois que nous avons, je parle pour les fils hydrauliques, obligation de rassurer en quelque sorte les populations en sécurisant toutes les connexions, en réalisant des interconnexions de région à région et en essayant aussi, bien sûr, de taper un peu sur le gaspillage. C'est un aspect important. Et au-delà du gaspillage, de rationaliser cette gestion de l'eau. Alors moi, je prends par exemple la réunion que nous avons fait à Porto Vecchio avec la communauté de communes au mois de juin. Ça a permis de passer un été tranquille parce que nous avons sensibilisé en quelque sorte les populations et nous avons réussi quand même à avoir des résultats probants puisqu'on attendait à minima avoir 1,5 million de mètres cubes en réserve et on avait pratiquement 1,5 million en plus donc en réserve. On a réussi quand même donc sur cet été à sensibiliser, à informer et finalement avoir des résultats. Ceci dit, encore une fois, il faut des ouvrages structurants supplémentaires. Alors, quand vous parlez de rénovation des équipements, moi, au fil du reportage, ce que j'ai compris, c'est que quand il y a rénovation, c'est sur le dos de l'utilisateur, c'est le consommateur qui paye finalement. Qui c'est qui paye ces renouvellements de stations, ces renouvellements de tuyaux, j'allais dire, de canalisation? C'est pas du tout à la charge de l'exploitant. Alors, tout dépend de la responsabilité du contenu du contrat. En général, c'est la puissance publique qui maîtrise les investissements. C'est-à-dire que la création de nouvelles infrastructures, comme des usines d'eau potable ou des stations d'épuration, comme le renouvellement des canalisations, reste à la charge de la collectivité. Ensuite, un exploitant, qu'il soit public comme une régie ou privé comme Kiernolia, gérera et opérera dans le temps ces installations et ces infrastructures de manière à consommer le moins d'eau, à prélever le moins d'eau possible sur les ressources et en matière d'assainissement, de rejeter des eaux de très bonne qualité. Le président le signalait tout à l'heure, le travail qui a été réalisé cet été sur le Grand Sud, la coordination qu'il y a eu entre les services de l'Office hydraulique, les services de Kiernolia pour la gestion des communes principales et les services de l'État, ont permis d'être attentifs et de suivre quotidiennement le suivi des barrages et des ressources. Et c'est vrai que derrière, il y a une prise de conscience importante des administrés, des abonnés. Avec des restrictions. Avec des arrêtés soit municipaux, soit préfectoraux, effectivement, qui ont réglementé ces consommations d'eau. Mais il est important d'avoir ce réflexe, puisque les nouvelles infrastructures, si elles devaient arriver, je rejoins le président sur l'utilité de nouvelles capacités de stockage, il est évident que ces capacités arriveront tard dans le temps, parce que ce sont des démarches administratives et techniques longues, et il est urgent d'agir, effectivement, pour préserver les ressources en eau de la Corse.
Il y a une durée de 10 ans à peu près entre les problèmes de maîtrise foncière, les problèmes de construction. Ça veut dire qu'avant 2030, on va devoir gérer juste l'existant? Pas forcément, ça dépend du type d'ouvrage que nous allons réaliser. Ça peut être des barrages. Là, nous avons lancé donc, dans le pays, nous avons programmé 3 barrages, 3 projets de barrages, 3 études, dans tous les cas sur l'extrême sud, donc sur la région du Cao, sur la région du Sombourg en Balagne, et des prospections sur le Liamone et sur le Taro, qui sont les 2 derniers grands fleuves du sud à ne pas être barrés. Mais en même temps, il y a une réflexion qui s'engage notamment sur des retenues collinaires, justement pour aider l'agriculture à se développer, en tous les cas à essayer de gérer au mieux, régionalement, micro-régionalement, le stockage, pour éviter justement cette déperdition, ce gaspillage qui est quand même très important. Je crois que, pour vous donner une autre idée, nous avons plusieurs dizaines de millions de mètres cubes qui se perdent aujourd'hui à cause de la vétusté de certains réseaux qui datent de l'époque Somivac, c'est-à-dire 60 ans en arrière, des réseaux qui sont toujours donc, en éternite. Donc on a quand même hérité d'un système qui est quand même relativement vétuste. Hein, vous dites qu'il est vétuste, d'ailleurs, parmi les marchés qui sont passés par l'Office en 2015, on n'a pratiquement que des réparations, des changements de canalisation, des changements d'équipement. Est-ce qu'on peut, de façon concomitante, continuer à entretenir des installations qui sont vétustes et se projeter dans la création et la construction de nouveaux équipements? Je crois que l'action, elle est plurielle. On ne peut pas résoudre le problème avec des barrages. Est-ce qu'on peut être sur tous les fronts, en clair? Tout à fait. Je crois que, d'ailleurs, c'est notre travail. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut absolument rénover parce qu'il faut absolument sécuriser les interconnexions. Il nous faut donc reprendre, en quelque sorte, sur l'existant et réparer, voire rénover. Derrière, il faut absolument créer d'autres... D'ailleurs, ce qu'on fait sur le PUI, puisqu'il y a des actions programmées qui nous permettent de renforcer la jonction sud-nord, ou plutôt nord-sud, puisque vous savez que Gorle est pratiquement le grand pourvoyeur aujourd'hui en Corse pour l'eau. La Péninsule orientale a besoin de Gorle, parce que Tavignan, ce qu'il faut savoir aussi, et c'est important de le dire, c'est qu'à l'horizon 2050, la ressource va tarir. On ne le dit pas assez souvent. On nous a remis une étude, il n'y a pas tellement longtemps, où on nous parle de 15 à 20 points d'eau, quantité d'eau en moins sur le territoire. Donc d'eau dans les nappes phréatiques aussi. Donc ça veut dire qu'en gros, la ressource va baisser. Si la ressource baisse, elle va aussi subir un processus presque tropical. C'est-à-dire qu'il y aura des fortes précipitations et il y aura moins d'étalement dans le temps. Donc on risque d'avoir, et là on ne mesure pas beaucoup, à mon avis, en tous les cas aujourd'hui, on risque d'avoir un grand chamboulement, passez-moi l'expression, du point de vue climatique. Alors moi j'aurais aimé juste qu'on aborde quelque chose, c'est pas qu'une parenthèse, hein, c'est quand on parle des agriculteurs ou des particuliers, souvent on entend dire qu'il y a des branchements sauvages et que ça participe de ces pertes, que ça participe de cette déperdition. Est-ce qu'effectivement ces branchements sauvages existent et est-ce qu'ils sont quantifiés? Qui intervient? Est-ce que vous avez un pouvoir d'intervention ou c'est de rôle de l'État? Non, alors, moi, je parlerai du point de vue de l'Office hydraulique. Je me garderai bien de jouer le rôle de l'État. Nous, de notre point de vue, je pense qu'il y a une campagne qui a été lancée il y a quelques mois auprès des agriculteurs. D'abord, il faut tordre le cou à la rumeur. C'est pas quelque chose qui est généralisé. Il y a une dizaine d'agriculteurs? Quelques agriculteurs qui doivent peut-être prendre un peu d'eau comme ça. Mais bon, le problème, encore une fois, c'est de sensibiliser au fait qu'à un moment donné, il y a une interdépendance entre la vigne, l'agriculture et la prairie. Je crois que c'est important de solidariser en quelque sorte la démarche, de manière à ce que les agriculteurs puissent se retrouver dans tout ça. Alors, bien sûr qu'il y a des pertes d'eau, mais nous avons des moyens aujourd'hui qui nous permettent de conjurer en quelque sorte ce mauvais sort, hein, et d'essayer justement, parce qu'on a besoin aujourd'hui de sécuriser la ressource, on a besoin de gérer la ressource, on arrive quand même aujourd'hui à mettre en place des procédures qui nous permettent de récupérer en quelque sorte de l'eau pour l'agriculture. Alors on en parlait tout à l'heure, vous produisez, mais vous distribuez proportionnellement peu, hein, si on compte les DSP, les délégations de services publics, qui sont échues, qui vont à l'Office d'équipement hydraulique, elles se comptent sur les doigts d'une main. Il y a certaines, Roliane, au Cotitia, Varie. En gros, et en global aussi les communes de Balagne qui récupèrent l'eau potable. Donc très clairement, à un moment donné, les communes préfèrent se tourner vers un opérateur privé, qui est le plus souvent Kirnolia, plutôt que vers l'Office. Qu'est-ce qui fait que les communes se tournent vers vous?
Alors, Kirnolia, tout d'abord, c'est 60 ans d'histoire sur l'île. On a une présence depuis plus de 60 ans. Donc il y a un vrai savoir-faire aujourd'hui des 300 collaborateurs qui au quotidien œuvrent pour gérer les services d'eau et d'assainissement des collectivités locales. Ce qui est très important de noter, c'est que les collectivités ont le choix dans l'organisation de la gestion de leurs services d'eau et d'assainissement. C'est-à-dire que les collectivités peuvent choisir de déléguer l'eau potable ou l'assainissement, la production, la distribution. Donc il y a vraiment un choix extrêmement poussé pour retenir l'expertise. Regarde l'Observatoire national, excuse-moi, je coupe, l'Observatoire national des prix, globalement, quand c'est géré en régie communale, c'est 15% moins cher que lorsque ça passe par un opérateur privé. C'est une vision nationale. Ça veut dire que peut-être que... Bon, ailleurs, il n'y a pas d'office d'équipement hydraulique régional, c'est vraiment une entité. Ça veut dire que vous proposez un service qui, globalement, est plus cher et coûte plus cher. Alors, aujourd'hui, pas faire d'amalgame entre le fait qu'une régie soit forcément plus chère ou moins chère qu'une délégation. Je pense qu'il faut regarder le contenu de ce que des élus décident de mettre dans le contrat. On parlait tout à l'heure dans le reportage très intéressant, il y avait différentes visions de ce qu'étaient les services d'eau. On a vu des services d'eau rustiques qui se modernisaient avec une forme de solidarité intercommunale avec des branchements. Il est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de Kirnolia, c'est vrai qu'on vient chercher chez Kirnolia une vraie expertise. En général, quand Kirnolia répond à des appels d'offres, déjà il y a une concurrence, une mise en concurrence, donc ce qui est bon quelque part pour l'abonné, puisque cette concurrence permet une maîtrise du prix. Et deuxièmement, les outils, la technicité des installations qui souvent nous est confiée est bien supérieure par rapport à certains services qui ont des installations plus simples techniquement. Je prends un exemple. Au niveau de la Corse, nous gérons environ 3000 km de réseau d'eau. C'est environ 3 fois le tour de l'île, puisque c'est 1000 km de côte. Donc on gère à peu près 3 fois le tour de l'île en réseau d'eau. Il est clair qu'il faut avoir un vrai savoir-faire, une vraie technicité. Vous parlez d'expertise, excusez-moi. Si je regarde la station de la Marane qui a été construite par OTV, qui est donc la filiale de Veolia, de la multinationale, elle a 1 an, cette station d'épuration. Elle travaille pour les 124 000 habitants, équivalent habitants de la région. Et ils n'ont pas prévu un lieu, un moment, un endroit pour stocker les boues, alors que c'est réglementairement prévu depuis longtemps. Est-ce qu'en termes d'expertise, parfois, il n'y a pas aussi un peu un laisser-aller ? Alors, sur le CIVOM de la Marane ou sur la communauté d'agglomération de Bastia, nous ne sommes pas opérateurs, donc en aucun cas nous apportons le conseil. Il s'avère que le constructeur qui s'appelle OTV fait effectivement partie du groupe Veolia. OTV répond à un appel d'offres qui est très rigoureux en matière de définition des installations à construire. Donc aujourd'hui... Donc en fait, c'est ceux qui ont rédigé l'appel d'offres qui ont oublié ça ? Aujourd'hui, c'est le contenu. Au moment où l'appel d'offres a été lancé, au moment des subventions qui pourraient être distribuées, peut-être effectivement que la gestion des boues n'a... Patrick Adami, on a le sentiment qu'il manque toujours un maillon, que la chaîne n'est jamais complète. Est-ce qu'on peut aujourd'hui rédiger un cahier des charges pour une station d'épuration, lancer un appel d'offres et oublier un des critères qui, ma foi, n'est pas anodin, c'est-à-dire que fait-on des boues d'épuration ? En rappelant qu'il y a quelques années, l'ACAPA, la communauté d'agglomération du pays ajaccien, les exportait sur le continent. C'est pas un très joli cadeau. Et que la CAB est aujourd'hui face à une grande difficulté à laquelle elle n'échappe que temporairement par le biais d'une dérogation préfectorale. En tout cas, ce qu'il faut noter quand même sur le dossier Bastia, moi je ne me prononcerai pas, je ne le connais pas suffisamment. En revanche, ce qu'on peut dire sur la gestion des boues, la gestion des boues, c'est quelque chose qui peut évoluer d'un type de station à un autre. Donc aujourd'hui, notamment, on stocke dans les centres de compostage. On sait très bien que c'est pas suffisant et que ça nécessite d'autres filières. Selon les types de stations, on est bien d'accord. Ce sont des déchets. Ça peut pas aller en centre d'enfouissement qui sont technique, manipulables et qui peuvent être gérables selon certains modèles. Par exemple, dans des petites stations inférieures à 600 équivalents habitants, on a des systèmes qui permettent d'assimiler les boues. Avec les roseaux. Voilà, avec les roseaux, le système de gravier. Enfin, on a un physico-chimique qui permet de gérer finalement la boue. Les boues, finalement, il n'y a pas de résidus. Là, on parle de 60 000 personnes. Voilà, mais il y a également des possibilités de stockage sur le site même de la station, sur des petites stations, des moyennes stations. Par contre, pour les grosses stations, il faut trouver d'autres solutions de gestion des boues. Et par exemple, une des réflexions qu'on a également avec certaines collectivités, c'est l'épandage agricole. Alors ça dépend du type de boue et de la possibilité de trouver des issues à cet épandage agricole. Mais en tout cas, les réflexions sont bien avancées avec certaines collectivités.
l'État, la police de l'eau travaille sur ces sujets, on n'est pas les seuls. Et par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, et à laquelle a répondu le Président, sur finalement, on est sur un champ très très large. L'eau, c'est très complexe. On est devant nous, il y a un défi énorme qui est le réchauffement climatique. Il n'épargne pas la Corse, vous avez raison. Mais je crois que autour de la table, aujourd'hui, il y a 3 acteurs. Il pourrait y en avoir 10 de plus. Ce serait sans doute ingérable. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut agir sur l'ensemble des champs. En amont, évidemment, la gestion de l'eau, c'est aussi la gestion des zones humides, c'est la gestion du ruissellement qui est favorisé par l'artificialisation des sols. Voilà, donc on travaille sur beaucoup de champs. Et je pense que le SDAGE, avec les problèmes de financement, certes, est un outil de planification parfaitement intéressant, qui lui-même se décline à l'échelle, par exemple, de la CAPA, de la vallée Prunelle, de la Haute-Gravonne et de la Piève de l'Ornane, par un système de SAGE. Donc on a des outils de planification opposables dans les documents d'urbanisme, par exemple, qui nécessitent pour les collectivités de se mettre en compatibilité avec ces outils. Et donc c'est ça qui est important de voir, c'est l'intervention sur l'ensemble des champs. Pour compléter les propos de M. le directeur, aujourd'hui, il est évident que la construction des différentes stations d'épuration, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité des eaux et du littoral de la Corse, va de pair avec des productions de boue de plus en plus importantes, c'est clair. Aujourd'hui, il existe des solutions concrètes. Je prends l'exemple de la communauté d'agglomération du Pied d'Ajaccio. Aujourd'hui, nous méthanisons les boues et nous produisons de l'électricité par rapport à la digestion de ces boues. Ce qui permet d'un côté de produire moins de boue, de digérer les boues, et de l'autre côté de produire de l'électricité, donc de diminuer la pression sur le circuit de génération électrique sur l'île. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des solutions qui peuvent être mises en œuvre. Partout où nous conseillons les collectivités, où nous sommes l'exploitant de leurs installations, nous leur conseillons bien évidemment d'avoir une gestion globale aussi des déchets issus de l'épuration. Donc c'est important de noter qu'il existe et que Kernolia, nous conseillons, c'est vrai, les clients avec qui nous travaillons pour avoir une gestion globale du cycle de l'eau, c'est-à-dire de la prise en eau dans un barrage ou dans une ressource jusqu'au rejet en mer ou dans un ruisseau pour les eaux épurées. Un mot sur les différentes sources de pollution, même si la qualité des eaux en Corse s'est globalement améliorée, sensiblement améliorée ces dernières années, il existe quand même des sources de pollution. Aujourd'hui, quelles sont-elles ? Est-ce que, par exemple, en plaine orientale ou dans des endroits où la concentration agricole est importante, on relève des sources de pollution plus importantes ? Est-ce que ce qu'on appelle les assainissements non collectifs, c'est-à-dire les fosses septiques, ça induit une forme de pollution ? Et d'ailleurs, comment contrôle-t-on ces fameux équipements non collectifs ? Alors, les assainissements non collectifs sont contrôlés avec la mise en place de SPANC. Alors, c'est un peu barbare, mais c'est en fait tout simplement le système public de l'assainissement non collectif. Ce sont des instances qui se mettent en place, des outils techniques qui se mettent en place au niveau des collectivités. Un chiffre, pardon, je vous coupe, on le voit au niveau national, 39% des équipements d'assainissement non collectif déclarés conformes. Donc ça veut dire qu'il y en a 60% qui ne sont pas. Des choses non conformes. C'est-à-dire que c'est surtout ces instances qui sont chargées de vérifier. En fait, c'est long à mettre en place en Corse, quand même. C'est un peu long à mettre en place. Cela étant, depuis les 3-4 dernières années, il y a eu effectivement une amélioration nette quand même de la situation, avec beaucoup de collectivités aujourd'hui couvertes par ces systèmes, qui sont en fait à la fois des systèmes qui prescrivent des outils, des dispositifs, et qui contrôlent la mise en place de ces outils. Alors évidemment, eux-mêmes sont éventuellement contrôlés par la police de l'eau et donc par l'État, bien entendu. Sur votre territoire, justement, de Corse du Sud, depuis 1998, donc ça date du préfet Claude Erignac, le taravo sur un bon tronçon est interdit de pêche et de baignade, et ça n'a jamais changé. Problème d'assainissement, problème de comportement, de charcutier et autres. Pourquoi ça n'évolue pas depuis tant d'années ? Je pense qu'il y a effectivement... Il n'y a pas eu d'assainissement fait depuis 1998 ? Si, il y a certainement... Ça reste un égout, ce taravo. Ça fait partie des sites sur lesquels il faut qu'on porte nos efforts, et pas seulement ceux de l'État d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des infractions constatées Il y a des infractions constatées, et à partir du moment où il y a des infractions constatées, il y a tout un ensemble de procédures qui se mettent en place. Il faut juste rappeler, quand même, avoir en tête que des infractions au titre de la loi sur l'eau, parce qu'on a beaucoup parlé de l'eau, mais on a oublié de parler du cadre général, qui est quand même la loi sur l'eau. Et au titre de la loi sur l'eau, selon certaines infractions, on peut faire de la prison ferme, on peut atteindre des niveaux d'amende jusqu'à 75 000 €. Donc voilà, il y a des... c'est théorique. Il y a déjà des maires qui ont été condamnés effectivement à des amendes. Par contre, il y a des maires qui sont mis en demeure par l'État
de mettre en conformité ou d'intervenir directement, notamment sur les stations, mais pas seulement. Ça, oui, c'est assez régulier, je ne dis pas que c'est quotidien, mais c'est assez régulier. Mais ça veut dire que dans le Tarn, les maires, ils sont super puissants et ils sont plus forts que l'État, ils peuvent continuer à polluer la rivière. Non, mais c'est pas les... je ne suis pas en train de jeter la pierre au maire, bien entendu, mais il faut effectivement identifier ces sources. Il faut savoir qu'on a parlé du changement climatique, qui à lui seul pose des problèmes de pollution. Aujourd'hui, on a des espèces dans la biodiversité qui sont en train de remonter les fleuves de plusieurs centaines de mètres d'altitude pour trouver de l'eau adaptée à leur mode de vie. Et ça, c'est des sources de pollution comme ça, un peu pas forcément apparentes, mais sur lesquelles il faut effectivement également agir. Alors, Amour, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Sur ce qui intéresse quand même la majorité de nos téléspectateurs, c'est à savoir le prix de l'eau. Aujourd'hui, très clairement, quand on reçoit sa facture d'électricité, qu'elle émane de Kernolia, qu'elle émane de l'Office d'équipement hydraulique ou d'une régie municipale, on ne sait pas vraiment ce qu'on paye. Voilà. Donc, une question à vous trois. Comment, aujourd'hui, se décompose le prix de l'eau? Que paye-t-on au juste? Le volume, la consommation, l'assainissement, les investissements de Kernolia ou de l'Office? Alors, c'est vrai que lire une facture d'eau, c'est pas facile, je vous l'accorde. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la facture d'eau, les informations qui sont écrites sur la facture d'eau aujourd'hui est réglementée. C'est-à-dire que quelle que soit l'entité qui émet la facture, on est obligé de mettre des choses réglementaires. Donc il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord ce qui concerne l'eau potable. C'est du coup, les tarifs de l'eau en Corse, de façon forfaitaire, environ 100 €. Il y a encore énormément de gens, notamment en milieu rural, qui payent une centaine d'euros par an. Et puis jusqu'à, on l'a vu, 4 € à Portic, 6 € à Calais. Sur Calvi, effectivement. Donc les 6 € TTC, globalement, on est sur une consommation qui est à moins de 2 € par jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un foyer va consommer environ 120 mètres cubes par an, ce qui veut dire à peu près 400 litres par jour. Le prix de l'eau aujourd'hui, c'est-à-dire tous les jours, pour 2 €, pour moins de 2 €, les services publics, aujourd'hui, soit opérés directement par des régies, soit par Kernolia, bien évidemment, livrent dans chaque foyer à peu près 400 litres d'eau et les reprennent pour les assainir et rejeter une eau conforme au milieu naturel. La facture d'eau, elle se décompose en différentes parties. Une partie eau potable, c'est-à-dire quel est le coût du service lié à l'eau potable. On ne paye pas l'eau, on paye le service lié à l'eau potable. Une partie sur l'assainissement qui comprend l'entretien des réseaux, des stations d'épuration. Ensuite, il y a une partie qui revient à l'agence de l'eau. C'est-à-dire sur l'agence de l'eau, quand elle aide, elle perçoit de l'argent sur le biais de la facture, effectivement. En moyenne. Et puis une partie TVA, bien évidemment. Donc aujourd'hui, les factures d'eau se résument en 4 parties. Une partie eau, une partie assainissement, une partie agence de l'eau, une partie TVA. Patrick Halimi, est-ce qu'on peut tolérer qu'il y ait encore des inégalités sur le territoire, selon qu'on soit dans une micro-région ou une autre, on ne paye pas le même prix, on n'a pas nécessairement la même qualité d'eau, on n'a pas non plus nécessairement accès à la même ressource. C'est-à-dire au même contrôle. Vos services à Solacaro ou dans des petits villages, ils vont faire un contrôle par an et à Ajaccio, c'est 10 tests par semaine. Effectivement, les situations ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas d'égalité devant Ajaccio, on est censé contrôler les grosses stations d'épuration qui sont prévues quand même pour plus de 100 000 équivalents habitants, donc qui sont des outils complexes et des dispositifs particulièrement techniques. Donc effectivement, les contrôles vont se positionner sur ces grandes structures, mais tout le département aujourd'hui est contrôlé. Alors il faut savoir qu'on parle de la police de l'eau. La police de l'eau, alors c'est la DDTM, mais en réalité, moi je suis chargé de coordonner un plan de contrôle des services de l'État, et là-dedans, on retrouve l'ONEMA, on retrouve l'ADREAL, y compris la gendarmerie. C'est-à-dire que c'est un système qui permet d'avoir un outil interservice. Aujourd'hui, 2015, c'est plus de 700 journées de contrôle cumulées sur l'année. Donc, vous voyez bien qu'on essaye, en mettant en place vraiment une synergie entre tous les moyens de l'État, d'avoir une action à la fois sur les questions d'assainissement, y compris sur la ressource. Et combien d'infractions constatées ? Plusieurs centaines par an, mais voilà, ça va d'infractions, par exemple, de personnes d'atteinte à l'environnement sévère, d'atteinte à l'environnement, ou d'ouvrages qui ont été réalisés sans déposer le dossier loi sur l'eau. Donc vous voyez qu'on a une trame, enfin il y a un champ très large. Donc l'État, effectivement, avec l'ensemble de ses opérateurs, intervient sur l'ensemble de ces champs en matière de contrôle. Xavier Louchane, vous avez déclaré il y a peu de temps, la préservation de la ressource en eau, c'est un enjeu environnemental, au même titre que les déchets, c'est une priorité. Curieusement, on entend beaucoup parler de déchets, on entend très peu parler d'eau.
C'est-à-dire, par rapport à la problématique... Il y a moins d'urgence, on n'a pas le sentiment, en entendant Patrick Halimi... Pas du tout. Je crois que bon, les déchets ont défrayé la chronique, parce que les centres d'enfouissement étaient bloqués, donc pas la même chose pour nous, à la mesure où nous, on répète la même chose. Chaque fois, il y a un geste culturel, un geste culturel, notamment en direction des agriculteurs, qui s'impose, et par rapport à la problématique, il n'y a pas... il y a une problématique liée à, je dirais, à l'environnement. On ne peut pas aujourd'hui dire en Corse, trier les déchets et ne faites pas attention à l'eau. Je crois que c'est un réflexe global. Il y a toute une révolution culturelle à opérer dans les campagnes, dans les villages et dans les villes. À un moment donné, il faut avoir un regard sur l'eau qui soit totalement différent. On ne peut plus gérer l'eau aujourd'hui parce que c'est une ressource épuisable. Comment gérer l'eau il y a 50 ans dans ce pays? On est obligé aujourd'hui de dire aux gens, faites attention, parce qu'on va, sinon on va aller dans le mur assez rapidement. Voilà, je crois que c'est important. Alors, il y a une chose qui m'intéresse d'aborder ici 2 secondes par rapport à la problématique. C'était le regard qu'on nous portait sur la Sardaigne. Avec ses structures, ce stockage, il est évident que nous aussi, on va se diriger vers des stockages pluriannuels, comme l'indiquaient un de mes ingénieurs. Je crois que c'est important de le dire aussi, parce que les saisons vont être sèches, notamment l'été, et il va y avoir certainement des aléas climatiques qu'on ne pourra pas contrôler. Mais les Sardes ont une réponse par rapport à la gestion de l'eau potable qui est intéressante, qu'on évoquera certainement une autre fois, mais dont il faudrait qu'on parle. Aujourd'hui, la Corse prend exemple sur la Sardaigne. Sur beaucoup de points, je pense qu'on va être obligé, parce que la Sardaigne a anticipé, contrairement à certaines politiques corses, a anticipé sur la question depuis 30 ans. Très rapidement, en 30 secondes, Patrick Halimi, il y a quelques gestes qui permettent à la fois de préserver la ressource et sans doute aussi de réduire sa facture. Quels sont-ils? Oui, on a parlé beaucoup d'équipements, d'ouvrages, mais c'est aussi le comportement quotidien qui concerne tous nos concitoyens, que ce soit en Corse ou ailleurs. Et c'est effectivement l'économie de l'eau, de la ressource. Elle passe par des petits gestes quotidiens, que ce soit l'arrosage, que ce soit la gestion d'une douche plutôt que d'un bain, etc. Donc des petits gestes comme ça qui participent également à la gestion économe de la ressource. Et je crois que vous avez raison de dire que c'est un enjeu, c'est sans doute, par rapport au changement climatique, c'est sans doute l'enjeu, je dis bien l'enjeu primordial des 30 prochaines années, préservation de la ressource et préservation de la qualité de l'eau. Ce sera le mot de la fin. Merci messieurs d'avoir accepté de participer à cette émission. Elle était sans doute beaucoup trop courte pour évoquer l'ensemble de la thématique. C'est donc la fin de cette émission que vous pouvez revoir sur notre site internet. Merci de nous rester fidèles et à bon agir.